Bonjour à tous. Encore une fois, je voudrais remercier les conseillers techniques pour la confiance qu'ils m'accordent sur ces sujets-là, qui sont assez nouveaux. Je vais commencer dans un premier temps par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui n'étaient pas là sur le webinaire de la préparation mentale. Donc moi, c'est Benjamin Turlure, j'ai une licence, j'ai un parcours STAPS, donc une licence STAPS APAS, qui signifie activité physique adaptée et santé. Et là, je suis en train de finir mon master EOPS, entraînement, optimisation de la performance sportive. Moi, mon outil pour accompagner la performance sportive, c'est la préparation mentale. À côté de ça, j'ai été entraîneur dans l'Est parisien, Fontenay, Neuilly, Champigny. J'ai passé mes modules fédéraux, ABC. Et depuis du coup 2 ans, je suis préparateur mental. J'ai travaillé avec le pôle espoir Île-de-France de volley. Et depuis cette année, je suis avec l'académie sport-études, là, le CHA des Jokers de Cergy et le pôle espoir, du coup. Et on met en place la préparation mentale sur le développement complet du sportif, donc sur tous les plans. Je vous présente le déroulé du webinaire. Du coup, je vais vous présenter un peu le point de départ de ce sujet. Après, qu'est-ce que la communication? Les 3 types de communication qui sont mis en place à chaque fois qu'on communique. Les besoins psychologiques fondamentaux. Ça se peut que je dise les BPF pour aller plus vite. Le leadership de l'entraîneur. Une petite piste de réflexion après les points clés du discours. Il va être plus court que celui sur la préparation mentale, mais il est un peu plus technique. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions, j'y répondrai sans problème. Du coup, le point de départ, c'est vraiment un constat en tant que joueur. Comment mon entraîneur, il me donnait les bons mots ou il me mettait dans des situations par sa communication qui me faisait sentir performer ou être en train de performer. Je ne savais pas trop, j'arrivais, enfin, on n'a pas ces réponses tout de suite en tant que joueur, on n'a pas ce déclic. Ensuite, un constat en tant qu'entraîneur. Voilà, moi, quand j'entraîne mes gamins, je ne savais pas trop des fois quoi leur dire, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Des fois, j'avais l'impression qu'une piste de discours marchait et puis au fin de compte, quand je réessayais une deuxième fois, ce n'était pas forcément la bonne. Donc voilà. Et quand je suis arrivé dans mon master, j'ai rencontré donc mon directeur de mémoire qui s'appelle Alain Mouchet, qui est spécialiste du rugby, lui, et qui a travaillé sur ces thématiques. Et du coup, l'année dernière, j'ai commencé un premier mémoire de recherche qui s'appelle L'influence des communications de l'entraîneur de hockey sur glace sur la performance de son équipe. Donc, on a vraiment pris le discours et l'activité collective pure et dure de l'entraîneur pour ensuite faire un lien entre les deux. Je pourrais développer un peu plus ce point dans les questions d'après le webinaire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un peu le point de départ de ma réflexion sur ce sujet, sur les communications entraîneur-entraîné. Du coup, déjà, dans un premier temps, c'est important de poser ce qu'on appelle un cadre, un code commun de communication. Donc, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est la communication? Et ben, la communication, c'est un échange personnel façonné par divers facteurs, parmi lesquels les systèmes de valeurs, les caractéristiques personnelles, les tensions et les dimensions situationnelles. Donc, nous, on va surtout s'intéresser aux dimensions situationnelles. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, d'abord, il y a le contexte général. Ça, c'est vraiment le projet de la structure ou de la fédé, les objectifs, le règlement de la compétition. Ça va façonner déjà un premier code commun de communication dans lequel tout le monde doit se retrouver pour parler le même langage. Ensuite, on a le contexte local dans un deuxième temps. Donc là, c'est vraiment le temps du match ou le temps de l'entraînement, de l'arrivée à la patinoire jusqu'à la sortie des joueurs de la patinoire. Donc c'est vraiment sur le déroulement, les enjeux, les attentes, tout ce qui concerne vraiment le match. Et après, on a ce qu'on appelle l'activité en situation. Donc là, c'est vraiment les moments de l'intervention. Est-ce que c'est mon discours d'avant-match, entre les tiers, sur le banc directement et en fin de match? S'il n'y a pas de code commun de communication, donc si on n'appelle pas un chat et que ce n'est pas clair pour tout le monde,
dès l'activité en situation, ça va causer des problèmes. Donc, c'est vraiment important de descendre, de voir d'un plan large, donc du contexte général, d'établir un code de communication qui soit vraiment comme un entonnoir pour que tout le monde parle le même langage et que la communication elle soit bien plus facile et bien plus facilitée. Quand sur la glace, je travaille le wheel et le up, si moi, avec mes jeunes, j'ai un code commun de communication, il faut qu'il soit le même dans chaque patinoire et qui ait la même correspondance entre ces deux termes, entre ces termes et l'action qui est faite. Donc voilà, ça c'est vraiment la communication, là j'ai vu d'un plan très très large. Ensuite, on va rétrécir un peu plus. Il y a 3 types de communication, elles sont connues. Verbal, c'est vraiment le poids des mots. Le paraverbal, c'est tout ce qui est le ton de la voix, l'intonation de la voix, le rythme du phrasé. Ça joue vraiment un rôle important. Ça peut biaiser complètement le poids des mots. Et enfin, le langage corporel. Les 2 dernières, c'est les plus importantes. Elles peuvent vraiment créer une dissonance entre ce que vous dites, ce que l'on dit, et notre façon de le dire et d'agir. C'est facile, je pense que tout le monde l'a déjà ressenti. À la fin d'un discours, vous n'avez pas besoin d'interroger vos joueurs. Vous voyez à peu près qui a compris, qui est dans la lune, juste parce qu'ils sont paraverbalement et non verbalement, ils sont déconnectés et vous le voyez. Dans un troisième temps, je vais vous présenter du coup quelque chose qui va façonner votre communication et qui est super important à comprendre, en tout cas à connaître, c'est les besoins psychologiques fondamentaux, les BPF. Donc là, c'est plus la partie psychologie de l'individu, mais elle va façonner à chaque fois votre communication. Vous allez voir, je ne vais jamais vous dire faut dire ci, faut dire ça, mais je vais plutôt vous montrer ce qui est important à prendre en compte pour votre communication. Je ne suis pas là pour juger ce que vous dites, mais plus les éléments qui vont vraiment façonner. J'insiste vraiment avec ce mot façonner qui est pour moi super important. Donc, dans un premier temps, il y a le sentiment de compétence. Chaque individu a besoin de se sentir compétent, c'est-à-dire se sentir efficace dans ses interactions avec son environnement. Donc, en tant qu'entraîneur, il faut que j'arrive à renforcer ce sentiment de compétence. Le deuxième, c'est le sentiment de proximité sociale. Donc là, c'est vraiment se sentir connecté aux autres personnes, appartenir au groupe, recevoir et donner de l'attention. Donc, deuxième curseur à élever pour l'entraîneur, c'est le sentiment de proximité sociale. Et enfin, pour moi, le plus important, c'est pour ça que je l'ai mis tout en haut, et ceux qui ont suivi le webinaire sur la préparation mentale vont comprendre le sens de ma réflexion l'autre fois, c'est ce sentiment d'autonomie. Il est hyper important parce que c'est se sentir à la source de ses propres comportements. Si le joueur il n'est pas à la source de ses propres comportements, et en tout cas, on ne fait pas le nécessaire pour qu'il le soit, et ben, forcément, après, il y a une diminution de la motivation, une diminution de la confiance en soi, et tout ça, c'est hyper important dans la performance. Donc, ces 3 besoins, 3 besoins psychologiques, ils sont importants à connaître, surtout et à mettre en œuvre lors du discours. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. Non. Okay. Alors, comme on a vu, le paraverbal et le non-verbal sont importants. Du coup, il y a 5 comportements de leader de l'entraîneur qui sont importants à connaître. Le premier, c'est entraînement et instruction. Du coup, c'est tout ce qui est enseignement dans le but de la performance. C'est plus instruction technique et tactique. Ce que je mets en place avec mes joueurs. Le deuxième comportement, c'est le comportement qu'on appelle démocratique. Donc là, c'est vraiment inclure les joueurs dans les décisions. Des fois, c'est à eux de leur donner les clés pour décider les objectifs, la stratégie, pourquoi pas la tactique à mettre en place sur un match. Faut que ce soit vraiment significatif pour eux.
Euh, voilà. Le deuxième, c'est à l'inverse, le comportement autocratique. Donc là, c'est l'entraîneur qui décide. Mais quand on décide, il faut pas que ce soit comme ça. Et j'ai choisi ça parce que c'est pas se justifier pour se justifier, mais c'est pour faire comprendre à mes joueurs pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi j'ai communiqué de cette façon, et, euh, et voici les raisons. Ensuite, le quatrième, c'est ce qu'on appelle le soutien social. Donc, c'est vraiment l'aspect purement motivationnel, les bonnes relations, qu'elles soient partagées ou non, enfin plutôt partagées, la bonne ambiance dans le sport comme en dehors de la pratique. Enfin, quand on est un groupe, ça ne s'arrête pas exclusivement à la patinoire, c'est tout ce qui se passe en dehors aussi. Le bus, par exemple, et j'en passe. Et enfin, les rétroactions positives, plus connues sous le nom de feedback, c'est vraiment tout ce qui est encouragement, félicitations des joueurs, mais vraiment dans un but de performance cette fois. Ça va avoir ces comportements, ça va avoir une influence sur la motivation et la confiance en soi. On retrouve bien là nos notions de BPF qu'on a vues précédemment. Et elles sont hyper importantes. De toute façon, ça va être un peu un fil conducteur tout au long du webinaire, c'est BPF. Ensuite, il y a une étude qui a été faite, juste pour votre information, par deux gars dans le hockey sur des universitaires, il me semble. Et ils ont posé des questions à des joueurs sur leur perception des communications des entraîneurs. Et il s'est avéré que quand l'entraîneur il pensait crier pour influencer positivement la performance, et donc c'est-à-dire comportement plutôt autocratique, et ce sentiment de domination, il a été contre-performant et ça a eu un impact, ça a un impact sur l'esprit sportif et la satisfaction des joueurs. Donc moi, ce que je vous propose là, c'est vraiment une piste de réflexion. Ça s'appelle devenir amical. Alors, c'est pas amical dans le sens devenir amical avec ses joueurs, mais c'est plus avoir une communication amicale avec ses joueurs. Du coup, ça passe par l'apprentissage. L'apprentissage, ça doit vraiment être une opportunité aux joueurs de progresser. Donc, l'erreur, faut pas la banaliser, mais il faut en sortir un apprentissage. Ça, je pense que pour tout le monde, c'est assez évident, mais il y a des situations où on ne s'en rend pas forcément compte. Donc vraiment, c'est de soulever ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré et comment je peux l'améliorer. Le M, c'est pour maîtrise. Donc là, c'est vraiment maîtriser la tâche, valoriser ses buts de maîtrise. Euh, c'est, je m'en fous des autres, mais c'est toi ce que tu maîtrises à l'instant T. J'ai envie que tu aies un sentiment de réussite. Et plutôt ce qu'on appelle de la maîtrise auto-référencée. Donc c'est vraiment ce que je disais, je m'en fous des autres. C'est vraiment ta maîtrise à toi qui m'apporte. Essaye de ne pas te comparer aux autres parce qu'on sait que le jugement, le regard des autres, ça a une importance sur la perception qu'on a de soi. Donc c'est vraiment essayer de centrer vraiment ses buts de maîtrise. Ensuite, on en parlait la dernière fois, c'est vraiment rechercher la motivation intrinsèque, c'est développer le plaisir et l'investissement du joueur. Le plaisir du joueur, il le connaît. Du coup, c'est aller chercher, c'est essayer de repérer ces petits plaisirs pour aller travailler sur cette motivation intrinsèque-là. La dimension coopération, donc vraiment là, dans un esprit de travailler ensemble, pour progresser ensemble. Donc, c'est travail et partage, les objectifs de l'équipe, OK, et en même temps, elles doivent composer les composantes individuelles doivent composer celles du collectif. Donc, c'est vraiment aider les autres à apprendre et à s'améliorer. J'ai en tête la pédagogie par pair, notamment chez les plus petits, il faut la mettre en place. C'est hyper facile. Et juste ça, vous allez voir, ça change notre mode de communication avec les joueurs. Enfin, celle qui est hyper importante, c'est l'autonomie, c'est la contribution des joueurs sur leurs besoins, la possibilité de faire leurs choix significatifs. Encore une fois, je reviens sur le BPF, c'est le même autonomie. Donc, comme je disais, l'entraîneur il peut expliquer ses raisons pour essayer de faire adhérer ses joueurs et du coup
solliciter cette réflexion et cette autonomie chez le joueur. Ça, vous allez vraiment travailler sur l'estime de soi, une meilleure compréhension, persévérance et créativité chez le joueur. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans le hockey, c'est un peu ce qu'on a besoin, créativité et surtout l'estime de soi chez les joueurs qui est assez… je me suis rendu compte dans plusieurs clubs et notamment ici que quand on parle avec les joueurs, ils ont une perception d'eux qui est assez basse et du coup, ça fausse leur performance, en tout cas en match. Ensuite, légitimer le point de vue des joueurs, donc ça rejoint un peu l'autonomie, c'est vraiment comprendre leur vision, identifier et exprimer ce qu'ils ressentent, les joueurs. Ça, il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est la valeur de la personne ne se résume pas à ce qu'elle fait. Donc, c'est vraiment aller chercher, questionner le joueur. Comme on dit, il y a une différence entre faire expliquer au joueur, donc il va être dans la description pure et dure, et le faire expliciter sur sa pratique par des questions ouvertes pour aller chercher vraiment les ressentis, ce qu'il a ressenti sur le moment. Et ça, c'est plus important que d'écrire. La description, ok, il peut l'avoir, il la ressent, en plus, il entend souvent l'entraîneur dire ça, mais du coup, c'est faussé. C'est vraiment aller chercher, lui, ses ressentis. Je vous dis, vraiment des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu as ressenti, comment tu as fait ça, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait ça, etc. Et enfin, évaluer, c'est plutôt sur des feedbacks évolutifs, pas liés aux résultats, d'accord, parce qu'ils sont toujours confrontés à ça, et le plus individualisé possible. Encourager le joueur à être attentif vraiment à ses progrès, mais aussi du coup à ceux des autres. Et là, on fait rentrer en compte ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de dire mes émotions, de les transmettre, est-ce que je suis aussi capable de recevoir celles des autres. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou j'enchaîne? Du coup, ça serait intéressant de voir, de vous, sur un bout de papier, évaluer sur une échelle de 1 à 10, voilà, où est-ce que vous en êtes sur ce modèle-là, devenir amical, pour voir est-ce que, voilà, sur quel but faudrait que, sur quelle dimension faudrait que je progresse en tant qu'entraîneur. Est-ce que c'est légitimer le point de vue de mes joueurs? Est-ce que je ne le prends pas assez en compte? Et peut-être que dans ma façon de communiquer, il faut que je le mette en place. Est-ce que je me rends compte que en fait, je ne valorise pas assez les buts de maîtrise? Ou ouais, par contre, moi, je suis à fond sur progresser ensemble. Ça peut être intéressant de voir, pour vous donner une idée à vous, de comment vous modulez ces dimensions dans votre entraînement et aussi dans vos discours en tant qu'entraîneur. Après, c'est des curseurs. Ça bouge tout le temps. Des fois, il y a des dimensions qui sont moins présentes, d'autres dimensions qui sont plus présentes. Et surtout, elles sont interdépendantes. Donc, par exemple, légitimer les points de vue, ça marche avec l'autonomie. Et la motivation intrinsèque, en général, ça favorise les buts de maîtrise et l'apprentissage. Et Benjamin, Ouais. moi j'ai une question. Est-ce que ça, parce que là, enfin, si je comprends bien, c'est l'entraîneur qui réfléchit sur lui-même et sur quelque part sur sa péda et puis sur la manière dont il amène les apprentissages. Mais est-ce qu'on peut pas aussi, ou alors est-ce que ça marche pas du tout, de faire l'inverse, c'est-à-dire demander aux joueurs d'évaluer l'entraîneur par rapport à tous ces items-là? Enfin, d'évaluer, c'est peut-être un grand mot, mais tu vois, de Ouais, positionner bien sûr. l'intervention de Ouais, l'entraîneur. ouais, c'est carrément. En fait, là j'ai vu vraiment d'un aspect entraîneur, mais tout est possible. Ça peut être aussi un outil pour l'entraîneur pour voir où est-ce que ces gamins ils en sont. Tu vois. Mais aussi, bien évidemment, après, ça, c'est l'ouverture d'esprit de l'entraîneur, ce que j'encourage fortement. Pourquoi pas mettre ça en place, ouais, Ok, merci. carrément. Une question, si c'est possible. Oui. Euh, Là, lorsque vous parlez de tout ça, vous parlez de quelle tranche d'âge à peu près? On s'adresse à qui là, à ce moment-là? Là, on s'adresse.
moi, je suis de la partie de commencer très jeune, le plus jeune possible. Après, comme je disais sur le webinaire de la préparation mentale, dès le plus jeune âge, ils sont très objectifs, surtout chez les plus jeunes, parce qu'ils n'ont pas la perception du jugement de l'autre encore. Alors que chez du U15, U17, encore, c'est pire maintenant avec les réseaux sociaux, ils sont tout le temps sujets au jugement et du coup, ils vont un peu fausser leur perception, surtout devant les autres. D'accord, merci. De rien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais enchaîner du coup. Là, ce que j'aimerais, c'est vraiment sur un bout de papier. C'est une petite mise en situation. Si vous deviez réaliser dans des discours, dans des contextes suivants. Dans le cas A, votre équipe, elle joue contre l'équipe qui détruit tout sur son passage. Dans le cas B, votre équipe, elle joue contre sa bête noire, donc vraiment l'équipe rivale. Et dans le cas C, vous jouez contre une équipe qui est largement inférieure. Et moi, ce qui serait intéressant pour moi, mais aussi surtout pour vous, c'est de voir, de répondre à ces questions. Est-ce que mon discours, déjà, il est préparé? Depuis quand, à peu près? Sur quoi il va se baser, mon discours, dans les différents cas? Comment j'organise mon discours? Est-ce qu'il y a une organisation de mon discours qui va différer entre ces trois cas? Quelle va être mon intention dans chacun de ces cas? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se rapprocher dans le cas A, dans le cas B, ou peut-être dans le cas B et C? Et pourquoi cette intention? Qu'est-ce que je veux? On parle d'effet perlocutoire du discours. C'est vraiment ce que ça va créer. Qu'est-ce que mon discours il va créer chez mes joueurs? Et enfin, voilà, quel effet ça va avoir sur les joueurs? Soit vous pouvez le faire personnellement, soit on peut prendre un petit temps d'échange ou s'il y a des questions là-dessus. Ce sera intéressant d'échanger, je pense, là-dessus. Ouais, je pense qu'il faut, enfin, Ben, je pense qu'il faut que tout le monde prenne la parole un petit peu, qu'on Ouais, se lâche un peu là, ouais, carrément, c'est et bon. puis voilà, que enfin, en tout cas ceux qui ont envie de le faire, qu'on puisse exprimer ce qu'on a envie de dire. Après, voilà, moi, comme je l'ai dit dans l'autre webinaire sur la PM, il n'y a aucun jugement. Moi, je suis là pour vraiment que chacun exprime ses façons. Il y a pas de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Comme on a vu, ça dépend des contextes. Donc voilà. Bah, moi, je veux bien prendre la parole sur, par exemple, quand on va affronter une équipe qui peut tout détruire son passage. L'idée, moi, du discours, c'est qu'il est préparé déjà une semaine en avance, dans le sens où j'implique mon discours dès le premier entraînement jusqu'au dernier avant le match. Je me base vraiment sur les choses où, oui, ils détruisent tout, mais on est capable. Ils sont comme nous, humains. Certes, ils peuvent avoir une bonne réussite, mais comme toujours, plus on gagne, plus on se rapproche de la défaite. Donc, ça peut être ce week-end-là où ils vont chuter, mais ça va dépendre uniquement de nous-mêmes et pas des adversaires. C'est que s'ils doivent gagner le match, ça sera à nous de nous en prendre parce qu'on leur a donné les occasions pour marquer les buts et ça ne sera pas eux qui le seront créés. Donc voilà un peu l'idée, la trame que j'ai sur le discours de toute la semaine par rapport à une équipe qui domine le championnat. Ok. Et si on revient sur les intentions, l'effet que tu recherches sur les joueurs, est-ce que si tu te remémores un peu ton dernier match contre une équipe comme ça, qu'est-ce que tu cherchais à faire? Alors, déjà, dès le départ, depuis le début de saison, j'utilise beaucoup l'imagerie parce que je pense que les gamins peuvent vite s'imaginer déjà la chose. Donc, en gros, dès le départ, j'ai dit, on est dans le même bateau. Il y a des moments où le bateau va être perforé, on va prendre l'eau, mais on est 20 joueurs, 24 avec les autres joueurs qui ne jouent pas forcément. Et on est là pour boucher les trous avec les doigts, avec tout ce qu'on trouve. Et ce n'est pas pour autant qu'on va couler durant la saison. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un esprit d'équipe et qu'on se focalise uniquement sur nous-mêmes et pas sur les résultats des autres.
Les autres, c'est la fin de la saison qu'on pourra faire le bilan, mais j'essaie vraiment dans l'intention que les joueurs ne se préoccupent pas de ce discours. Oh, il y a tel joueur qui va jouer contre nous, ah, ça va être trop dur. Ah, bah, cette équipe-là, ils ont mis 14-2 à telle équipe, ça va être dur. En fin de compte, je veux vraiment que ça soit uniquement basé sur nous-mêmes. Ok. Et du coup, c'est basé sur ton équipe. Est-ce que juste tu peux remettre dans le contexte pour la catégorie U15. avec U15? Du coup, quand tu dis c'est basé sur nous, plus précisément, c'est basé sur quoi, sur vous? Sur déjà l'esprit d'équipe, sur appliquer le schéma qu'on a mis en place et surtout essayer que les gamins aient un maximum de créativité. Comme j'en parlais au dernier webinaire, je ne suis pas pour les robotiser là-dessus, qu'ils soient quand même créatifs, parce qu'on cherche quand même à développer des joueurs intelligents sur la glace. Et ce que je recherche vraiment, c'est vraiment pas du tout se focaliser sur l'aspect extérieur qu'on peut avoir lors d'un match, mais vraiment sur nous-mêmes et sur nos erreurs possibles. C'est qu'en gros, limiter un maximum nos erreurs, qu'ils soient prêts là-dessus. Après, comme dit, un match, on ne peut pas prévoir tout. Donc, c'est vraiment uniquement concentré sur la vision interne de l'équipe. Ok. Peut-être ajouter quelque chose. Vous m'entendez? Oui. Moi, je regarde les 3 cas et au départ, la question auquel je réponds, c'est à savoir que, indépendamment des 3 cas, les joueurs sont à peu près tous au courant. Si on parle des U15, U18, peu importe, ils sont à peu près au courant de ce qui. On pense à peu près tous la même chose. Si on joue contre une équipe trop forte, pas assez forte. Donc, la semaine qui va précéder l'entraînement, le match, moi, je vais y aller crescendo. Je vais laisser les joueurs s'exprimer tranquillement. Je vais bien analyser ce qu'ils vont dire, mais je sais à peu près ce qu'ils vont dire, indépendamment des 3 cas. Et après, je pense que le plus important, c'est de leur fixer des objectifs à moyen terme, c'est-à-dire qu'on ne mettra pas tous nos œufs dans le même panier pour le match qui s'en vient. Et on va fixer des objectifs. Si on joue contre l'équipe la plus forte, il y a des raisons pour lesquelles cette équipe-là est plus forte. Et je pense qu'il faut que tout le monde l'ait compris. Maintenant, à partir de ça, les objectifs, on va les fixer en fonction de ce qu'on veut faire dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Si on y va trop vite et puis qu'on est mal préparé pour un match facile ou très difficile, ou la fameuse bête noire, moi, je pense qu'à ce moment-là, si on va trop vite, on va rentrer dans le mur. Mais je pense qu'un entraîneur se doit, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, savoir connaître les équipes contre qui il va jouer, comme les joueurs les connaissent en général, et fixer les objectifs en fonction de ça. Et il faut y aller par étapes. Moi, c'est un peu comme ça que j'organiserai mon discours. Et naturellement, il va se faire crescendo durant la semaine. C'est-à-dire que quand on va arriver au match, tout devrait déjà être compris et les points clés du match devront être simples et très faciles à comprendre. Du coup, alors 2 choses. Tu parlais d'objectifs à moyen terme. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Après évaluation de l'équipe, je vais connaître nos points faibles et nos points forts. Donc, les objectifs vont être faits en fonction un petit peu de l'évaluation de l'équipe que j'ai par rapport aux équipes contre qui on va jouer. Donc, si par exemple notre point faible, c'est l'attaque, je vais continuer à construire notre défensive et je vais en faire un point fort. Et puis, je vais tenter dans les entraînements tranquillement, parce que c'est à la fin que ça compte. Je ne vois pas ici trop comment les championnats se passent, mais bon, par exemple, au Québec, dépendant du classement où tu finis, tu rentres dans les playoffs et puis là, tu dois te préparer en fonction de ça. Donc, naturellement, si on doit préparer les playoffs,
et dépendant comme je disais tout à l'heure, des points faibles, les objectifs que je vais fixer, ça ne sera peut-être pas un objectif écrit sur un papier, mais tranquillement dans mes entraînements, ils vont le comprendre. Je vais mettre l'accent sur nos faiblesses, mais en n'oubliant jamais que nos forces, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Donc, de ne pas mettre de côté. C'est à peu près, quand je dis moyen terme, dépendant des sujets, ça peut être dans un mois, dans 2 mois, ou dans les playoffs, s'il y a des playoffs à la fin. Okay. Et tes objectifs, est-ce qu'ils sont communiqués aux joueurs? Elles sont communiquées, mais comme j'ai dit tout à l'heure, crescendo. C'est-à-dire, je vais leur communiquer pour ne pas leur en dire trop en même temps, parce que je pense qu'il y a des étapes à franchir, que ce soit une équipe, qu'on ait par exemple l'équipe trop forte pour les autres. Il y a aussi des étapes à franchir. Puis je pense qu'un joueur, il faut qu'il comprenne une partie des objectifs, mais pas l'ensemble des objectifs, parce qu'à un moment donné, on va passer par-dessus certaines étapes sur lesquelles on doit se baser à chaque semaine sur notre programme d'entraînement, et le joueur, à un moment donné, il va se perdre. Donc, moi, je pense qu'il faut y aller par étapes, en disant, les playoffs, c'est notre objectif. Maintenant, pour se rendre aux playoffs, on va y aller étape par étape, et présentement, on va travailler sur telle technique ou tel sujet ou importe. Mais je pense que psychologiquement, indépendamment de l'âge, et même pour les juniors de haut niveau et les seniors, je pense qu'il ne faut pas en mettre trop. Donc, on va y aller par étapes. On va être capable de prendre un objectif. L'entraîneur va voir l'ensemble de son objectif et tranquillement, il va mettre la cerise au bout du sundae et à partir de ce moment-là, la cerise, c'est à la fin. Mais on va manger le sundae une bouchée à la fois. Et puis, je pense que ça va être plus facile à comprendre. Et si à un moment donné, ça se passe mal, bien là, il faut faire le point. Et là, il faut impliquer un petit peu plus les joueurs pour s'assurer qu'ils… Mais je pense qu'un entraîneur, lorsqu'il parle à ses joueurs sur la glace ou dans le vestiaire, il y a des retours de ça et je pense qu'il comprend vite où sont rendus les joueurs par rapport à l'explication que tu leur donnes. Okay, donc, si je résume, toi, tu fais des objectifs à moyen terme que tu gardes à peu près pour toi. Et tu donnes les sous-objectifs à tes joueurs pour pouvoir qu'ils se rendent compte quand même un minimum de leur progression ou du travail accompli, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Mais il y a une chose qui est quand même importante, et je pense que tous les entraîneurs le savent. Si tu as une saison un peu difficile, il est important d'avoir une victoire de temps en temps, parce que la victoire souvent donne raison à l'entraîneur sur l'objectif qui s'est fixé avec ses joueurs, même si on y va étape par étape. Donc, des fois, tu as besoin d'un match de victoire pour un peu resituer, remettre la confiance à sa place. Mais là, je parle d'une équipe normale. Je ne parle pas d'une équipe très forte, mais une équipe très, très faible. Souvent, là, les objectifs sont complètement différents. Et je pense que là, il faut plutôt mettre les objectifs sur la progression individuelle qui va amener par la suite une progression d'équipe, mais en fonction toujours du niveau. Je pense que les joueurs doivent comprendre où on est, dans quel niveau on est individuellement et en tant qu'équipe. Puis à partir de ça, il faut que nos objectifs soient intelligents, quoi, pour pas qu'elles soient… C'est OK, bon? merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres réactions qui souhaitent se faire entendre, qui souhaitent être partagées? Alors pareil, concernant ces discours, ça va être la slide d'après, un peu en conclusion. Il y a une étude qui a été faite et qui montre que sur la préférence des joueurs, en tout cas, une préférence de joueurs, si je rencontre une équipe plus forte, un discours plus basé sur les émotions, c'est plus apprécié par les joueurs et ça met les joueurs en confiance pour leur performance. À l'inverse, si on a déjà rencontré une équipe ou que c'est un peu notre bête noire ou qu'on a perdu compte, et ben là, ça va plus être sur des informations techniques, tactiques, vraiment sur les objectifs à maîtriser. Quand je disais tout à l'heure, les objectifs de maîtrise, c'est vraiment c'est mettre en place, quoi. Vraiment mettre en place. Si je joue une équipe très forte, comme dans les interventions précédentes,
on entend à chaque fois, si je joue une équipe forte, je mets le point sur, par exemple, tout à l'heure, il y avait la défense. Je mets ma défense. Ben, j'applique quelque chose en défense et j'ai un objectif de défense, par exemple. Du coup, dernière slide. Donc ça, c'est un peu par rapport à mon mémoire de recherche. Je vais vous présenter très rapidement mon mémoire de recherche. Du coup, avec tout ce que je viens de vous décrire sur les BPF, le leadership et d'autres théories qui sont sorties de la science, moi, mon but, c'était vraiment de faire la liaison avec le terrain. Parce que voilà, on sait tous qu'entre entraîneurs, il y a la science dans les labos, etc. Elle dit souvent des choses, et puis nous, sur le terrain, on fait d'autres choses parce que ce n'est pas forcément exploitable, etc. Moi, mon but avec mon vécu d'entraîneur et de l'autre côté, les recherches pour les études, c'était un peu de faire vraiment un lien. C'est ce que j'ai retrouvé avec mon directeur de mémoire sur cette partie-là, et c'était vraiment notre volonté, on va dire, de vulgariser la science et de la rendre très accessible à l'entraîneur pour que, de un, ça lui permette de s'analyser lui-même, de deux, que ça fasse du contenu un peu sur des formations ou des échanges, et puis après, qu'on puisse le mettre en pratique et se servir de ce pont entre la science et le terrain pour faire évoluer, d'une part, la science sur vraiment les perspectives de recherche, et d'autre part, le terrain pour faire avancer la performance. Du coup, avec une équipe l'année dernière, c'était les championnats U17 Elite. J'ai enregistré toutes les communications d'un entraîneur avec un micro-cravate, et j'ai filmé ses discours entre chaque période de match. Et en parallèle, donc ça, il y a un outil qui s'appelle Comerem pour décrypter tout ça, donc sur la circonstance de son échange, ses modalités et son comportement, son contenu, et un peu plus détaillé dans le contenu après sur est-ce que c'est des feedbacks positifs, des feedbacks négatifs, est-ce que, donc vraiment sur le contenu, est-ce que c'est du technique, du tactique, est-ce que c'est un aspect motivationnel, est-ce que c'est un aspect plus sur le physique. Et après, il y avait une dernière case qui était sur l'intention. Donc, en fait, je décryptais vraiment séquence par séquence, un peu comme une analyse de match, le discours de l'entraîneur. Et ça, je faisais un lien avec la vidéo du match que j'avais codée avec des indicateurs plus ou moins précis qui avaient été pris dans d'autres études. C'était l'évolution du score, la possession du palais, les mises au jeu gagnées dans chaque zone, les tirs, tirs cadrés, les buts, tirs manqués, et l'efficacité des unités spéciales, donc infériorité et supériorité numérique. Le but, c'était vraiment de faire un lien. Comme c'est une étude de cas, on va dire que ça n'a pas de signification sur le long terme, mais ça met en exergue des points clés que je montrais du discours, qu'on retrouve dans plusieurs études, notamment celle du rugby et du hand, et qui sont à perpétuer sur les discours. Donc déjà, la base, la première chose, c'est connaître les personnalités qui composent mon équipe. Et aussi leur subjectivité, c'est-à-dire quelle perception ils ont de mon discours. Si j'ai un vocabulaire qui dépasse celui de mes joueurs, je sais que je vais les perdre. Donc, il faut vraiment que j'adapte. On revient au code commun de communication. Si je travaille toute la semaine sur je ne sais pas moi, les skills, est-ce que je vais demander d'être très défensif à mon équipe? Voilà, c'est adapter chaque chose et être en osmose avec mon groupe. Et du coup, j'adapte mes interventions qui vont avec, que ce soit à l'entraînement
ou en match. Ensuite, il y a le moment du discours, le moment de mon intervention. Est-ce que je ne laisse pas respirer mes joueurs avant d'aller parler, ou est-ce que tout de suite, il faut que j'enchaîne pour les secouer un peu? Voilà, le moment, il va avoir un effet différent. Et c'est peut-être à réfléchir. Pareil sur la durée de mon discours. Est-ce que si je fais un discours court, je risque de ne pas assez en dire? Est-ce que si je fais un discours long, je vais peut-être les déconcentrer, etc. Donc, c'est vraiment essayer de trouver le juste milieu en fonction du moment où j'interviens. Donc, c'est vraiment interdépendant. Ensuite, il y a la structure de mon discours. Est-ce que je me fais une structure type qui va aider mes joueurs, qui va être un repère pour mes joueurs? Dans, je vais dire, 75% des cas, en tout cas dans le haut niveau, les entraîneurs ont une petite structure type. Ça peut être, par exemple, j'arrive dans le vestiaire, je prends la température auprès de mes joueurs, je pose une question déjà pour capter leur attention. Ensuite, j'évoque 2-3 faits de match qui ont été positifs. Ensuite, je donne les points d'amélioration et je refixe mes objectifs. Et ensuite, je clôture mon discours par un aspect motivationnel. Ensuite, comme je vous l'ai présenté sur les points sur lesquels j'ai vraiment insisté parce qu'ils sont vraiment importants, c'est renforcer les besoins psychologiques fondamentaux. Donc là, c'est vraiment dans un discours d'avant-match, il faut vraiment appuyer sur ces 3 points. Sur ces 3 points, il faut vraiment insister, surtout autonomie et compétence. L'appartenance sociale, en général, ils l'ont, ils savent qu'ils ont le même maillot, ils jouent en équipe depuis un moment. Il peut y avoir des discordes, mais sur ces moments-là, il faut les oublier et il faut mettre en avant le groupe et surtout appuyer sur l'autonomie et les compétences. Enfin, avant-dernier point, des consignes précises avec des objectifs de maîtrise. Ça permet, on l'a vu sur les études, aux joueurs de vraiment s'identifier à la tâche qu'ils vont accomplir. Et du coup, ça donne souvent, très souvent, des réponses favorables à la performance. Du coup, c'est important. Là, on l'a vu tout à l'heure, Michael, il disait, moi, je travaille sur la semaine, mon discours. Et c'est important qu'il y ait vraiment une relation entre mon entraînement et ce que j'ai envie de faire au match avec mes joueurs. Donc, vraiment garder ces objectifs de maîtrise sur toute la semaine, avec des consignes très précises qui vont se retrouver lors de mon discours final. Et enfin, favoriser l'échange sur la compréhension des consignes et le ressenti des joueurs après chaque tiers et après match. Ça permet de connaître un peu vraiment la tendance des joueurs et la perception qu'ils ont, eux, du contexte auquel ils sont confrontés. Nous, du banc, on voit quelque chose, mais eux, et on perçoit quelque chose, eux, sur la glace, quand ils jouent, ils perçoivent autre chose. Et c'est important de prendre en compte cette notion-là pour ne pas les robotiser, justement. Et pourquoi pas faire naître chez eux cet esprit de réflexion sur ma pratique qui est plus favorable qu'un robot, en tout cas dans la performance. Surtout dans nos sports co, c'est très important. Et enfin, quelque chose qui peut paraître évident, il faut que mon discours soit tout le temps positif. Donc, c'est-à-dire, j'oublie il ne faut pas perdre les palais, non, il faut garder les palais, ou on va essayer, non, on n'essaye pas, on fait, etc. C'est des petites formules qui sonnent, qui ont un mauvais son dans la tête des athlètes. Donc, voici un peu ces points qui sont assez cruciaux sur les discours. Donc, je vous remercie de votre attention et on laisse place à vos questions ou aux échanges avec grand plaisir. Ben, juste un point pour compléter ce que tu viens de dire, notamment sur la positivité du discours, parce que on l'entend souvent dans des interventions en plénière comme ça. C'est quand on finit en disant c'est bon, il n'y a pas de questions, allez, on y va.
bon, bah, il n'y a pas de questions. Déjà, ça n'encourage pas à en poser. Non, c'est- C'est peut-être mieux de dire est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'est tout con, hein, mais moi, je suis très branché là-dessus aussi. Tout ce qui est, locution négative, en fait, j'essaye de les enlever de n'importe quel discours parce que finalement, ça n'encourage pas la prise de parole. non, et c'est pas évident. Je le reconnais. Mot à dire. C'est pas évident. Des fois, on est tenté parce que c'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est de le reconnaître. Une fois qu'on a dit qu'un petit truc négatif, pourquoi pas se reprendre sur l'instant si on l'a, ou après, bah, d'en faire au moins cette réflexion de dire ah là, j'ai dit du négatif. En tout cas, chez les joueurs, quand il fait une mauvaise passe, le joueur, il sait déjà qu'il a fait la mauvaise passe. Si on vient lui gueuler dessus derrière, il y a de quoi de miner et du coup abaisser son sentiment de compétence et du coup de confiance en lui parallèlement. Si je prends un exemple. Moi, j'aurais une question parce que les discours, voilà, ça appartient à chaque entraîneur. Ouais. Et après, ce qui est aussi important, c'est que les leaders continuent à appliquer ce discours. Et là, moi, j'ai un gros problème. C'est par exemple avec mes U15, j'ai pas encore de leader effectif, que ce soit dans le vestiaire. J'ai un capitaine. Mon capitaine, c'est, je pense, le joueur le plus timide de l'équipe. Donc, comment faire quand voilà, on veut instaurer vraiment un discours, que ça soit émotionnel, que ça soit stratégique, que ça soit un discours de motivation, quand l'équipe, en fin de compte, elle est là, j'ai une équipe qui est très timide et qu'on a l'impression que oui, ça rentre sur les 5 premières minutes, mais après, ça peut s'écrouler à n'importe quel moment et il n'y a personne qui est derrière pour rebooster les choses. J'essaye de me répéter, mais en fin de compte, me répéter, ça donne une lassitude au niveau des joueurs aussi. Donc là, c'est mon gros problème que j'ai avec ma catégorie U15, c'est que derrière, il n'y a pas le discours, il est important, mais que les joueurs le suivent, c'est encore plus important, surtout au niveau des leaders. Ouais. Alors, comme je t'ai dit l'autre fois, j'ai pas de solution miracle, hein, mais c'est c'est des points qui peuvent être soulevés. Après, là, tu rentres dans une autre dimension sur, t'ajoutes le leadership. Le leadership, bah, comme je répétais l'autre fois, faut l'éduquer, sensibiliser les gamins. Tu as plusieurs sortes de leadership, hein, comme tu le soulevais, que ce soit opératoire, donc vraiment sur la tâche, sur la glace, dans le vestiaire. Mais tu vois, si on prend le cas des All Blacks, eux, dans leurs équipes juniors, tu as un leader même pour les gourdes. Eux, ils n'en font pas une blague. Ils en font vraiment, enfin, c'est le mec. Et c'est ça, c'est en fait le leadership, c'est quoi? C'est prendre des responsabilités et montrer que j'impose quelque chose par l'exécution de ma responsabilité. C'est pas tant tout le temps prendre la parole, parce que nous, on associe beaucoup les leaders, ceux qui parlent tout le temps, ceux qui montrent une certaine motivation tout le temps, mais c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément sur ça que ça se joue. Après, sur les discours, et quand tu disais répéter, je ne sais pas, je ne connais pas la teneur des petits discours, mais tu vas voir vraiment sur la précision de tes consignes. D'accord? Et quand ils reviennent au banc, c'est là où il faut mettre la piqûre de rappel. Moi, je vois beaucoup d'entraîneurs qui crient. Ils n'ont plus de voix à la fin du match. Et puis après, tu demandes aux joueurs, tu as entendu la consigne que ton entraîneur t'a dit? Et l'autre, il dit rien du tout. Donc, tu vois, il y a aussi ces trucs-là. C'est là que je disais les moments de l'intervention, quand on parle, à prendre en compte. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de crier après un môme, de faire la passe ou de lever la tête? Je ne sais pas. En tout cas, enfin, moi, dans ma perception, je ne suis pas sûr. Donc, c'est là que mon moment d'intervention, il serait plus au banc en disant, voilà, en posant des questions. Poser des questions, comme on disait l'autre fois. Rappeler la consigne qui a été précise et qu'on a travaillé toute la semaine. Et puis après, voilà, c'est un être humain. Hein. Pourquoi pas montrer la vidéo? Je sais pas, il y a plein de solutions ou de trucs à pallier derrière. Je D'accord. sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah, ouais. Alors, Ben, juste un truc aussi là. Enfin, moi, j'ai envie de le dire parce que je vois régulièrement au travers des matchs que je vais voir les week-ends un peu partout.
Justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur l'entraîneur qui passe son temps à crier, il y en a plein, puis on l'a tous fait, puis je pense que même moi, quand j'ai une équipe à coacher, je le fais aussi. Donc voilà, c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, ça arrive à tous. Par contre, moi, je m'interroge beaucoup sur la pertinence de ça et des consignes passées depuis le banc, étant donné que sur la glace déjà, il y a quand même beaucoup de communication entre les Beaucoup joueurs. Enfin, en tout d'informations à cas, gérer. Ouais. voilà, on voudrait qu'il y en ait beaucoup. Et quand on arrive à en obtenir beaucoup entre eux, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose d'en rajouter depuis le banc. Parce qu'il suffit qu'il y ait deux communications contraires qui viennent se télescoper dans le cerveau du joueur qui est porteur du palais, par exemple. Et puis, bah, c'est peut-être là qu'on va favoriser les erreurs, en fait, bien malgré nous. Parce que il va avoir deux discours différents. Un joueur qui appelle le palais dans un espace libre, et puis nous, depuis le banc, on voit autre chose, et puis on va lui avoir donné une consigne différente. Donc, effectivement, je rejoins ce que tu dis. Je suis plutôt d'avis de dire faut attendre que le joueur rentre au banc, et puis de l'interroger sur son choix, parce que lui, il ne voit pas la même chose que nous Non, depuis c'est le ça. banc. Et puis, bah, peut-être qu'il va donner de la pertinence à son choix, là où nous, on n'en a pas vu depuis le banc. Exactement. Donc, voilà, le retour, je le vois plutôt comme ça, moi, plutôt que de donner une consigne depuis le banc qui peut se télescoper avec les appels de palais ou les éventuelles consignes qui vont être données par les autres joueurs sur la glace. C'est sûr. Il faut bien remettre en contexte que le cerveau, malgré sa forme ronde, est un entonnoir, que toutes les informations s'accumulent et qu'après, c'est en fonction, dans l'ordre où ils arrivent, la préférence du cerveau du joueur. Et qu'au moment où vous criez, ou vous donnez, où il prend une information qui s'accumule, il peut se passer plein de choses entre ces deux moments, entre toutes ces informations qui arrivent gentiment dans la partie cognitive de l'athlète. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Bon, moi, j'ai fait partie ou je fais partie des entraîneurs qui ont passé une bonne partie de sa carrière à crier. Et puis, bon, je pense que avec l'expérience, avec le temps, on arrive. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui, que j'ai lu, je trouve ça très bien. Et d'autant plus que, en fait, tout ce que j'ai pu lire et ce que tu as dit, moi, ce que je retiens de ça, c'est toutes des choses qui viennent avec le temps. C'est-à-dire que ton expérience, quand tu analyses bien la façon de te parler, si tu es capable d'avoir une autocritique, et tranquillement, avec les années, avec les catégories d'âge, ton discours, ta méthode de travail s'adapte. En fait, moi, je dirais, pour conclure cette petite partie-là, que j'aimerais avoir 20 ans de moins avec l'expérience d'aujourd'hui. Mais ça fait partie de la vie et c'est pareil pour les joueurs. La chose pour les cris, moi, je pense qu'un entraîneur, moi, j'ai toujours dit que si tu... Bon, c'est un point de vue, je peux avoir tort dans ça aussi, mais j'aime ça si j'ai un point de vue en parler et c'est ce qui fait un échange. Et puis, j'aime que les gens amènent des arguments parce qu'un argument te fait réfléchir. C'est la même chose quand tu parles aux joueurs. Mais moi, je pense que les cris, c'est un peu, je dis toujours, un bon entraîneur derrière le banc, il arrive à faire son travail avec le feeling. Moi, je parle, un entraîneur derrière le banc, souvent on parle des joueurs qui ne voient peut-être pas toujours la même chose qu'un entraîneur, mais c'est la même chose de quelqu'un qui est assis dans les estrades, qui regarde l'entraîneur, qui porte des jugements, mais qui n'est pas derrière le banc. Donc, l'entraîneur derrière le banc, il y a un feeling. Tant que tu as ce feeling de coach, tu fais les choses comme tu les ressens en te faisant confiance. Il est fort probable qu'il y a un certain temps où tes cris vont apporter un plus pour permettre aux joueurs de s'adapter à quelque chose. Et il y a des joueurs qui ont besoin de ça. Mais si tu veux savoir si tu as eu raison de le faire, quand tu arrives au mois de décembre, si tu cries encore de la même façon, bien là, il faut que tu te poses des questions. Et si tu arrives à la fin de l'année et tu passes ton temps à crier, ben là tu es dans le mur. Fait que je me dis, moi, les choses viennent par étapes et c'est comme ça un petit peu que j'ai toujours travaillé. Et je pense que les joueurs, quand ils connaissent leur entraîneur, ils vont être capables d'aller chercher le positif de leur entraîneur. Et souvent, si l'entraîneur est en fonction aussi
de la qualité de son équipe et qui dit des vraies choses. Et tout à l'heure, on a parlé des discours de préparation, mais moi, je pense, sûrement dans ton travail, tu l'as mentionné, ou dans une autre rencontre, et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, l'aspect positif. Le discours d'après-match et dans les jours qui vont suivre, parce qu'on va y aller crescendo au niveau du discours, je pense qu'il est encore beaucoup plus important que ton discours d'avant le match, parce que lui prépare les matchs à venir et il vise toujours ton objectif. Ton objectif dans 1 mois, dans 3 mois. Donc, tout ce que tu vas dire dans les jours qui vont suivre vont être importants. Là, j'ai un petit peu tout mélangé, mais bon, je laisse la parole. Alors, je voulais réagir sur 2 choses. La première, c'est, tu sais, tu disais les entraîneurs qui crient, etc. Alors après, il faut connaître les raisons, etc. Mais souvent, l'entraîneur, quand il crie, c'est parce qu'il vit le match, etc. Et on est dans les émotions. Alors, l'importance en tant que coach, et c'est un gros travail, je le reconnais, c'est de se détacher justement de ces émotions pour être dans une espèce de neutralité au niveau de mon banc, même si je peux donner des pics, en tout cas à certains moments, mais pour se détacher des émotions, et ça a moins d'impact, en tout cas, sur mes joueurs. L'autre jour, j'ai vu un match, là, il y avait un coach, son gardien se blesse, c'est son 2e gardien, et tous les joueurs ont été un peu pris de panique, et lui, il est resté assez serein, assez neutre, et à la reprise du match, il a parlé à ses joueurs, et les joueurs ont complètement changé de façon de jouer. Ils ne sont pas laissés abattre, en fait. Et j'ai vraiment eu ce sentiment que c'est la neutralité et la gestion des émotions de l'entraîneur qui ont créé un impact positif et en tout cas changé la tournure des choses de l'équipe. Ça, c'était la première des choses. Et la deuxième des choses, moi, je suis convaincu, dans ma façon de penser, c'est au moins possible aux joueurs de s'adapter à l'entraîneur, mais c'est vraiment à l'entraîneur de connaître vraiment ses joueurs. Alors, ça demande beaucoup de temps et souvent, je sais que tous les 2 ans, ce n'est pas forcément les entraîneurs qui suivent les équipes ou c'est plutôt les joueurs qui changent de main en main. Mais c'est pour ça que c'est important de connaître vraiment les joueurs que j'ai entre mes mains et de m'adapter moi. OK, là, j'ai essayé cette méthode, peut-être qu'il faut que j'en change. Peut-être qu'il faut que je fasse un méli-mélo de 2 méthodes que j'ai changées parce qu'avec mon groupe, ça a mieux marché. Et je crois moins en OK, lui, moi, je serais comme ça. C'est pas ce que tu as dit, hein, mais moi, je serais comme ça. Et c'est aux joueurs de s'adapter. Voilà. Je trouve que c'est important que l'entraîneur, lui, utilise ces différentes pédagogies, toutes les clés qu'il a pour aller soulever et changer et s'adapter aux joueurs pour le rendre meilleur. Après, il va le ramener tout doucement et facilement. Tout à fait d'accord avec ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Apparemment, non. Rien. Allô, Ben? Ah. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Je voulais faire une petite remarque par rapport toujours aux interventions du coach sur le banc. Je prends mon cas, c'est-à-dire beaucoup de coaching en dessous de 13 ans. C'est quelque chose je suis totalement d'accord avec toi, hein, et en plus ça tombe bien parce que ça fait partie de mon tempérament d'être assez calme sur le banc, de laisser vraiment libre place au choix individuel des joueurs, de pas crier. Mais c'est quelque chose qu'il faut, selon moi, annoncer en début de saison et surtout prévenir les parents parce que dans l'imaginaire collectif, dans la vision qu'on a de l'entraînement et que les parents ont, c'est l'entraîneur qui télécommande les joueurs, qui crie beaucoup, qui gesticule. Et pour l'anecdote, c'est vrai qu'on m'a fait la réflexion de dire Alex, il s'en fiche un peu des joueurs. Quand on compare avec le coach d'en face, on se demande s'il a vraiment envie d'être là parce qu'il ne fait rien, il ne crie pas, on ne le voit rien faire.
Et c'est vrai que si les parents ne sont pas au courant de la philosophie qu'on veut mettre en place, on peut être un peu décrédibilisé comme ça par et son bureau et les parents Ouais, c'est. Bah, attention, moi, je suis d'accord avec toi, hein. C'est là où je disais qu'il faut vraiment poser son cadre, pour mettre toutes les choses. Il faut vraiment créer un code commun ensemble. Dire voilà, moi je suis comme ça et enfin, faut faire avec. Après, je m'habitue, etc. Mais il faut vraiment poser son cadre. Un autre exemple du type, après c'est un autre sujet, mais moi quand je suis arrivé à Cergy, j'ai fait des entretiens individuels avec les joueurs. J'ai demandé quels sont tes objectifs sur le plan technique, technico-tactique, tactique, etc. J'ai développé vraiment, moi, l'entretien individuel, etc. Et puis après, je dis aux joueurs, bah, déjà le joueur, je lui demande, alors, c'est quoi ton sur stratégico-tactique? Qu'est-ce que tu veux mettre en place comme objectif de travail, etc. Ils m'ont regardé avec des gros yeux. Déjà, ils ne savaient pas trop ce qu'ils mettaient dans les cases technico-tactiques. Et ben, c'est du même ressort. Moi, je pense qu'il est important en début de saison. Alors, ça doit être adapté à chaque catégorie, bien évidemment, mais présenter le travail qu'on va mettre en place, surtout chez les plus vieux. Là, les mecs, ils n'avaient jamais vu une planif, ils ne savaient même pas ce que c'est. Bah, enfin, pour moi, la planification, ce n'est pas un secret personnel de l'entraîneur. Parce que de toute façon, son meilleur ami, c'est le stylo gomme. Donc, le but, c'est vraiment de montrer un cadre, voilà, sur quel axe on va partir et comment vous allez pouvoir vous lancer dedans. Après, il faut y mettre des petites guillemets, des réserves, mais ça fait partie du job de l'entraîneur. C'est présenter son travail. Ça fait partie de la cohésion d'équipe. Après, c'est un autre sujet. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais du coup, ça, c'est un peu le piège. C'est un peu le piège de se dire faut présenter aux joueurs notre travail, mais il y a aussi tout l'entourage qui ne comprend pas forcément Voilà, les nouvelles mesures qu'on veut mettre en place. c'est ça. Faut vraiment prendre des réserves. Enfin, faut montrer le travail, l'axe de travail qu'on veut tracer. Et après, parce que les joueurs, il faut qu'ils s'en inspirent, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils soient acteurs de leur performance et de leur entraînement. Je vais ajouter quelque chose sur ce qu'on vient de dire, et je pense qu'il est une chose très importante, parce il a parlé des parents qui critiquaient ou en fait qui n'étaient pas satisfaits. Moi, je pense que c'est très important la communication avec les parents, parce que moi, je leur explique toujours aux parents qui sont mes assistants entraîneurs. C'est-à-dire que si on veut que leur enfant progresse et que l'enfant, à chaque fois qu'il rentre dans la voiture, entend un discours différent, la saison va être longue. Donc, il faut essayer de trouver les solutions pour que les parents arrivent à dire la même chose que l'entraîneur, ou au moins dans le même sens. Mais je comprends l'entraîneur qui vient de parler, là, je ne voyais pas son nom ni sa photo, mais c'est vraiment un problème. Et je pense qu'il faut essayer de régler ça assez rapidement avec au moins un communicateur entre l'entraîneur et les parents et avoir 2 réunions au moins par année pour mettre les choses au point et permettre aux parents de dire ce qu'eux ont à dire aussi, parce qu'après, on doit travailler ensemble puis on travaille pour la même personne. Donc, je voulais seulement qu'ajouter ça. Et moi, je vais clôturer les remarques en montrant vraiment en revenant sur ce schéma. Quand je parle, donc c'est mon activité en situation. Quand je fais mon intervention, c'est sur un instant T, mes propos m'appartiennent. Si je suis énervé, c'est sur cet instant. Vraiment. Ça fait partie d'un contexte. Je suis énervé dans un moment T, mais c'est pas parce que je vais aller m'énerver une autre fois que ce sera la même chose. C'est vraiment, faut essayer de faire comprendre ça. Voilà, quand là, je fais une prise de parole, si je m'énerve, eh ben, je m'énerve à l'instant T parce qu'il y a telle raison. Mais quand on va se reparler plus tard, je ne serai pas forcément énervé. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre aussi, déjà aux parents, quand on crie ou quand on ne crie pas, comme Alex sur le banc. Si je ne crie pas, c'est parce que je n'ai pas envie de m'énerver, parce qu'à cet instant-là, j'estime que ce n'est pas propice de m'énerver. Par contre, peut-être que je vais m'énerver dans le vestiaire. Et ça, c'est un autre compte, c'est une autre activité, c'est une autre situation. L'activité, elle intervient dans une autre situation. Donc voilà.
Et c'est important de le faire comprendre aux joueurs aussi. Et souvent, il y a des entraîneurs qui s'énervent, par exemple, enfin ça arrivait souvent, des entraîneurs qui s'énervent après un joueur, qui ont le focus d'un joueur, et ben, peut-être qu'ils se sont énervés là, et c'est important de se détacher, et que c'est vraiment un moment précis. Il faut faire comprendre à l'un comme l'autre que ce n'est pas perpétuel. Ou en tout cas, si c'est perpétuel, il faut casser ça. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres partages sur les communications? Vos communications, ça peut être entraîneur-entraîné. Après, on peut parler aussi des communications avec les parents, communication avec vos structures. Communication pendant l'entraînement, pendant un exercice. Ok, bah, je pense que Greg, on va pouvoir clôturer, clôturer ça. Mais écoute, merci déjà à tout le monde de vous êtes connectés ce matin. Ça a été plus simple parce qu'on n'a pas eu ces soucis de mots de passe et puis je pense que vous êtes tous sur les applis maintenant parce que c'est vrai que les navigateurs Internet, ça bug beaucoup. Merci surtout à Benjamin d'avoir préparé ces deux interventions et puis bah voilà, si on a de la demande, enfin, on reviendra peut-être vers toi Benjamin parce que euh, je pense que c'est une des dimensions de la performance qu'on explore très peu dans notre sport et on a des vrais besoins. Donc, enfin, voilà, il est probable qu'on aille gratter un petit peu plus sur ce domaine-là pour qu'on soit de plus en plus efficace et du coup que les enfants qu'on doit aider à progresser progressent mieux et peut-être même plus vite. Avec Voilà. plaisir. Bah, en tout cas, je vous remercie de votre attention à tous. C'était des agréables échanges, très intéressants. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, vous avez mon adresse mail. Après, je suis présent sur Instagram aussi. Je fais des petits posts sur différentes thématiques. Donc, que moi j'aime bien. Enfin, en tout cas, avec les nouvelles générations, ça marche bien. Ils vont au moins lire et ils font maintenant. Mes U17 élites font la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, par exemple. Chose qui n'était pas gagnée en début de saison. Donc voilà, s'il y a des petits trucs, en tout cas, c'est avec grand plaisir de communiquer avec vous et de partager, en tout cas, pour mettre en commun et faire progresser notre sport avec grand plaisir.